Bonjour à tous déjà, et bien évidemment je tenais à remercier Thomas Joly pour cette invitation, d'autant plus qu'elle vient d'un homme politique et que pour faire une carrière dans la politique il vaut mieux faire partie de la franc-maçonnerie plutôt que d'organiser des conférences démasquant la franc-maçonnerie en l'occurrence. Donc je le remercie doublement, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et c'est très sincère. Notamment rencontrer certaines personnes que je connaissais par le biais d'Internet ou avec lesquelles j'avais pu converser. L'objet de cette intervention, c'est la franc-maçonnerie, puissance occulte. Alors nous allons voir ensemble ce qu'est la franc-maçonnerie. D'abord la définir, voir ensuite ses origines, et bien sûr son idéologie, ses principes constitutifs, ses principes fondateurs, voir aussi les divers degrés et symboles, et puis surtout son rôle très important durant l'histoire, certains personnages importants, la haute maçonnerie aussi, par rapport à la haute finance, mais toujours dans un esprit à la fois de synthèse, tout en étant le plus complet possible, mais surtout avec cette idée de prendre vraiment des éléments factuels de la manière la plus documentée possible, la plus référencée possible. Alors la franc-maçonnerie, qu'est-ce que la franc-maçonnerie? C'est, et là les francs-maçons le reconnaîtront eux-mêmes, c'est une société secrète, ou plus exactement une superposition de sociétés secrètes, où les hauts grades maintiennent dans l'ignorance et dans l'erreur à la fois les grades inférieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un franc-maçon qui est maître et qui est au 3e degré ne sait pas ce qui se passe au-dessus de lui. Il ne connaît pas les activités des grades supérieurs, du grade par exemple le 18e grade de Rose-Croix, qui lui-même, grade de Rose-Croix, ne connaîtra pas les activités ni les secrets maçonniques, en l'occurrence, des grades supérieurs, des 30e, 31e, 33e degrés. Donc il y a déjà cette idée de secret qui est très importante. Cette société secrète se veut à la fois séculaire, mais aussi universelle, et sa structure est pyramidale. Dès ses débuts, la franc-maçonnerie fut opposée au trône et à l'autel, c'est-à-dire à la monarchie et à l'Église catholique. Et en cela, toute l'histoire de ces derniers siècles, depuis que cette société secrète a mis la main sur les institutions, tout prouve que cette secte est la contre-église. La franc-maçonnerie, c'est un état d'esprit, alors là c'est la vie d'un chrétien qui parle, c'est la révolte de Lucifer et l'orgueil de l'homme, et donc par là même c'est la rébellion contre Dieu. C'est une gnose en fait où surtout dans les hauts grades, l'humain est divinisé, puisque on en parlait avec la laïcité, l'objet est d'écarter Dieu de la société et de l'État, et donc là c'est l'intelligence humaine qui est même divinisée dans cette gnose, et même le savoir de l'humain, mais c'est un système qui est centré sur l'humain et non centré pour Dieu. Ça c'est essentiel à cerner. Et puis c'est surtout l'alliance entre le juif et Satan. Et par quel intermédiaire? Par le secret, à la fois le secret et le mensonge. Et comme chacun sait, le père du mensonge, qui c'est Satan. Donc, c'est la raison pour laquelle Monseigneur Meurin a appelé la franc-maçonnerie synagogue de Satan, c'est d'ailleurs le titre d'un de ses plus grands ouvrages, et c'est la raison pour laquelle aussi on retrouve cette appellation de synagogue de Satan dans l'Apocalypse selon Saint Jean. Et donc, in fine, si c'est la synagogue de Satan, par l'alliance du juif et de Satan, la franc-maçonnerie, finalement, c'est quoi? C'est l'instrument de domination du judaïsme international. La force de la franc-maçonnerie réside essentiellement, alors, par le mensonge, évidemment, puisque pour attirer des membres dans ses rangs, la franc-maçonnerie a avancé masquée.
Elle n'allait pas dire d'entrée, oui, nous, notre but, c'est le régicide de Louis XVI, c'est de détruire la France, c'est de détruire la nation, l'identité française, la chrétienté, évidemment que non. Donc, évidemment qu'il a fallu qu'elle se targue de faux principes que nous allons voir par la suite pour attirer des membres dans ses rangs. Et en cela, donc, elle a agi par le mensonge. Mais sa force réside dans le secret, et d'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de lire ce qu'une circulaire du Grand Orient affirmait il y a maintenant un peu plus d'un siècle. Donc on ouvre les guillemets. Une institution qui connaît le monde et n'est pas connue de lui est une puissance irrésistible, car aucun élément étranger ne l'altère ni ne la dénature. Et c'est tout à fait vrai. Comment combattre un ennemi lorsqu'on ne le connaît pas, lorsqu'on ne connaît pas ses plans, lorsqu'on ne connaît pas ses principes, lorsqu'on ne connaît pas sa manière d'opérer, de fonctionner? Comment connaître un ennemi quand cet ennemi est invisible? Voilà la question qui est assez essentielle à se poser concernant la franc-maçonnerie. Alors, les origines de la franc-maçonnerie, il y a plusieurs axes importants. Il y a le protestantisme, il y a le judaïsme, et il y a aussi le rosicrucisme, qui est moins connu. Alors pourquoi le protestantisme? Parce que, concernant la création officielle de la franc-maçonnerie, ce sont deux protestants qu'on retrouve. C'est en l'occurrence Jean-Théophile Desaguliers et James Anderson. Anderson, du nom des Constitutions Anderson, qui datent de 1723 et qui sont les textes fondamentaux de la franc-maçonnerie du rite écossais. Une date importante, 1717, donc 1723, Constitution d'Anderson, mais la création officielle de la franc-maçonnerie, c'est en 1717 en Angleterre avec la Grande Loge de Londres, et puis il y aura un peu plus tard, très important, 1773 avec le Grand Orient, et puis juste après la secte des Illuminés de la Bière, qui a, elle, été ensuite supprimée par la police bavaroise, je vais en parler par la suite, mais qui a eu le temps quand même d'infiltrer et de gagner idéologiquement, et c'est très important, la franc-maçonnerie du Grand Orient. Alors je disais, première influence quant aux origines de la franc-maçonnerie, le protestantisme, la deuxième, le judaïsme. Et là, il est intéressant de retrouver quelques citations pour se rendre compte que la franc-maçonnerie, c'est certain, a une origine juive. Alors, est-ce qu'elle est juive? Telle est la question. De A à Z, comme certains le prétendent, ça c'est encore autre chose. Mais juste quand même constater ce que disait le rabbin Isaac Wise en avril 1855 dans la revue The Israelite. Je cite: « La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les devoirs, les mots de passe, les explications sont juifs du commencement à la fin, à l'exception d'un seul grade secondaire et de quelques mots dans la formule du serment. Origine juive, appuyée et confirmée plutôt par Monseigneur Meurin, qui lui n'est pas juif mais qui était catholique, et qui disait très directement, très franchement, que la franc-maçonnerie est une invention juive visant à détruire l'Église catholique. Alors, par invention, il faut quand même créer à partir de rien, il n'y a que Dieu, ce n'est pas de l'ordre de l'humain. Ça, c'est une première mise au point. La deuxième, c'est que donc, des spécialistes de la question maçonnique nous disent que la franc-maçonnerie, en gros, est juive de A à Z. Et pourquoi? Parce que, comme l'a prouvé Monseigneur Meurin dans son excellent livre « La franc-maçonnerie, synagogue de Satan », tout est tiré de la Kabbale. Que ce soit des rituels, que ce soit des cérémonies, des grades, des degrés, tout, quasiment tout, et même Wise d'ailleurs l'approuve, est tiré de la Kabbale. Alors, il y a ce point de vue de Monseigneur Meurin, comme quoi la franc-maçonnerie est juive de A à Z, et puis il y a quand même un autre point de vue, qui est celui de Nesta Webster, par exemple, qui nous dit que ce fut d'abord un club philosophique qui fut repris à son compte
par la communauté juive organisée pour mieux en avoir ensuite le contrôle. Donc voilà, alors voilà pour les quelques divergences sur le sujet. Et puis une influence là qui est certaine, c'est le rosicrucisme. Alors le rosicrucisme, c'est quoi? C'est déjà depuis 1614 officiellement le précurseur de la franc-maçonnerie. C'est un ésotérisme, comme l'est la franc-maçonnerie, mélangeant à la fois gnose, kabbale, on retrouve la kabbale, mais aussi manichéisme, et qui fut opposé, alors là c'est tous les grands leaders Rose-Croix furent opposés au corps mystique du Christ qu'est l'Église catholique, une, sainte et apostolique. Alors, quels furent justement ces grands leaders Rose-Croix durant, donc depuis le XVIIe siècle? Il y eut l'un des tout premiers, le juif allemand Andréae, auteur du livre de la Tour de Babel, Touris Babel. Il y eut Comenius, il y eut Saint-Yves Alvèdre, il y eut Nicolas Roerich, qui fut conseiller du président américain Roosevelt, ou encore, au siècle dernier, un certain Papus, autrement appelé le docteur Gérard Ancos. Et un point commun entre toutes ces hautes personnalités de l'ombre, dont vous ne connaissez certainement pas les noms, je suis sûr qu'ici il y a très peu de gens qui connaissent, qui savent que les Comenius, les Saint-Yves d'Alvèdre, et toutes ces personnes-là, et même le Nicolas Roerich, qui faisait la pluie et le beau temps, alors que tout le monde croyait que c'était certainement le président Roosevelt. Eh bien, ils avaient tous pour point commun, et alors là, il suffit de retrouver les travaux d'un certain Pierre Virion, ils avaient tous pour point commun de faire la promotion du mondialisme actuel, donc, à la fois sur le plan temporel, mais aussi sur le plan spirituel. Alors, sur le plan temporel, ça donne quoi? Ça donne un internationalisme destructeur de nations et d'identités, notamment par le biais du métissage, mais aussi par le biais de la dette. Il faut savoir que ce Saint-Yves d'Alvèdre, bien des années avant qu'il y ait la construction de l'Union européenne, avait, entre guillemets, prophétisé, tout comme Comenius, l'unification de l'Europe sous tutelle des États-Unis d'Amérique. Vous devinez, sous la tutelle de qui, de quelle finance, hein. Donc, ce rosicrutisme, d'un point de vue doctrinal, est très important à intégrer. Et donc, il y a ce mondialisme sur le plan temporel, mais aussi sur le plan spirituel, et donc cette promotion aussi d'une synarchie, d'une église synarchique, d'un œcuménisme religieux qu'on retrouve malheureusement aujourd'hui dans l'église conciliaire romaine, ce protestantisme en fait, sous l'apparence de catholicisme, qui n'en est plus un, qui avait été lui aussi prophétisé par ses leaders rosicruciens. Le slogan rosicrucien, pour l'anecdote, c'est Solve Coagula. Et Solve Coagula, ça veut dire dissoudre et rassembler. Et là, le point de comparaison est assez facile à faire avec la devise maçonnique de l'Ordo Chaos, qui est qu'un ordre nouveau doit naître du désordre. Penchons-nous maintenant un instant sur la devise des Rose-Croix, qui en latin est Intus ut libet, foris ut moris est. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire intérieurement, fais comme il te plaît, mais au dehors, fais comme il est de coutume. Ah, ça vous fait penser à quoi ça quand même? Parce que on ne dirait pas, ça peut paraître, mais quand même ce genre d'idées définissent ensuite. Les gens qui ont ces idées sont des gens qui ensuite prennent des dispositions et leur spiritualité influe énormément sur le programme politique par exemple qu'ils vont mettre en place. Et alors là, quand vous regardez cette devise Rose-Croix, vous voyez quoi? Intérieurement, fais comme il te plaît. Je fais ce que je veux, je fais comme il me plaît. C'est quoi? C'est Lucifer. C'est anti-chrétien, il n'y a pas plus satanique que ça. Et au dehors, fais comme il est de coutume. Donc, double personnalité, double spiritualité. Alors moi, quand je vois ça, je vois quoi? Je vois un marane. Je vois, intérieurement, je suis juif. Extérieurement, je fais comme de coutume, mais vu que je suis dans la communauté catholique, je suis plus catholique que le catholique.
On a vu 1614 avec l'avènement du rosicrucisme officiel, parce que peut-être qu'auparavant ce rosicrucisme existait déjà. On a vu 1717 avec la création officielle de la franc-maçonnerie. 1723 c'est les constitutions d'Anson. Et puis une date quand même assez importante. Vous vous doutez bien, aujourd'hui la franc-maçonnerie fait la pluie et le beau temps. Vous avez pu vous en rendre compte avec ce barrage de gendarmes, alors que on est simplement là pour juste faire suivre des informations et manger un morceau entre nous. C'est quand même assez incroyable. Il n'y a pas cela si Jean-Luc Mélenchon donne une conférence, ou qui que ce soit d'ailleurs, hein, d'un parti politique. Donc la franc-maçonnerie fait aujourd'hui la pluie et le beau temps, mais ça n'a pas été toujours le cas, puisque dès 1738, c'est la date de la première condamnation de la franc-maçonnerie par l'Église catholique, avec le pape Clément XII et sa bulle In Eminenti Apostolatus Specula. Il y eut bien sûr par la suite d'autres condamnations par l'Église catholique. À travers ces documents, à travers ces déclarations, ces prises de position, la franc-maçonnerie, durant l'histoire, n'a cessé de dire une chose et son contraire. Elle n'a cessé de dire une chose, surtout, et d'accomplir le contraire. D'appliquer le contraire. Et en cela, elle fait penser à quoi? Elle fait penser à un rabbin qui dit blanc, le rabbin à côté il dit noir, et le rabbin à côté il dit encore gris. Et qu'est-ce qu'on dit aux juifs talmudiques? On dit de croire les trois. C'est-à-dire que dans le judaïsme talmudique, une chose et son contraire peuvent être vraies. Chose qu'on ne retrouvera pas du tout dans le catholicisme. Donc en cela, judaïsme et franc-maçonnerie se retrouvent. Mais se retrouvent surtout dans quoi? Dans leur même état d'esprit de révolte face à la chrétienté. Et puis ils se retrouvent aussi sur un autre terrain, c'est que dans l'objectif ultime, c'est de plonger les populations dans le matérialisme. Et comme par hasard, on va retrouver quoi pour plonger la population dans le matérialisme? Au XIXe siècle, la théorie de Darwin, le darwinisme. Plus tard, quoi? Le début du XXe siècle, le communisme athée aussi, bien évidemment, et qui était à l'origine de la révolution bolchevique? Je vous le donne en mille: des juifs financiers, apatrides et des hautes loges de francs-maçons. Et puis, bien évidemment, darwinisme, communisme, et puis la religion d'État, parce qu'il en faut une, hein. Il faut une religion d'État. Et la religion d'État, c'est quoi? C'est la laïcité, dont je vais parler dans quelques instants. Donc, tous ces concepts, en fait, nous viennent de la synagogue de Satan, malheureusement, et elles ont eu pour but, notamment, de plonger les populations dans le matérialisme. La franc-maçonnerie et le protestantisme, maintenant, l'un fera l'éloge de la libre pensée, l'autre de la liberté de conscience, ou autrement appelé subjectivisme, qui est le fait de se faire ses propres lois, de se faire sa propre religion, sa religion à la carte, hein. C'est-à-dire que, bon, ben, dans le catholicisme, tiens, il y a des choses que j'aime bien. Bonnard, là, ça je vais l'appliquer. Ah, par contre, le 9e commandement, là, non. Quand même, l'adultère, ça me plaît bien, donc non. Donc voilà, donc on se module, si on veut, sa propre religion. Hein. Donc c'est cela, en fait, le subjectivisme. Et puis dans le protestantisme, seule la foi sauve, et uniquement la tradition écrite, et pas seulement la tradition orale, donc uniquement l'écriture sainte. Et puis c'est quand même intéressant de souligner ce que disait Martin Luther, hein, sois pécheur et pêche fortement. Donc là aussi on retrouve à la fois dans certaines loges maçonniques et dans certaines sectes protestantes la négation du péché originel qui est malheureusement à l'origine de bien des hérésies dans l'Église conciliaire romaine, à l'origine des hérésies de l'Église conciliaire romaine. Et puis, au niveau du pouvoir, au niveau de la société, des institutions, à la fois du pouvoir politique et médiatique, la franc-maçonnerie, c'est surtout un centre de formation idéologique du pouvoir. Hein. Et pour appuyer cette affirmation, j'aimerais citer certainement le plus grand théologien luciférien de ces derniers siècles,
qui a diffusé l'esprit révolutionnaire antichrétien, c'est bien sûr Adam Weishaupt qui disait, donc on ouvre les guillemets, c'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Et ce Weishaupt, ce qu'il ne se doutait pas, c'est que les ministres et députés, qui soient du PS ou de l'UMP, disaient grosso modo la même chose quand, face caméra, ils affirmaient que la loge est le laboratoire de la société. Alors maintenant, il sera quand même intéressant de détailler quelle est l'idéologie maçonnique qui est, tout du moins en France, l'idéologie dominante. Alors la première chose à prendre en compte, c'est que, en comparaison au catholicisme traditionnel, il n'y a pas de dogme de foi établi. Il n'y a pas de vérité admise et acquise à croire quand on est franc-maçon. Pour tout catholique, il y a les vérités que l'Église a toujours enseignées. Je parle là des pères de l'Église, pas l'Église conciliaire depuis 1965 avec le Concile Vatican II. Mais ce n'est pas le cas dans l'idéologie maçonnique où, par contre, on recommande la libre pensée. Et la libre pensée, c'est quoi? C'est le « je pense que ». C'est-à-dire que le monsieur qui est ici, je pense qu'aujourd'hui on mange un très bon repas, et puis il est énervé, qui va dire « ah, je pense que c'est pourri ». Et puis le monsieur va dire « ah non, moi je pense merde ou la moitié ». Et alors qui c'est qui va dire la vérité là? Il n'y a pas de vérité. Donc si chacun a sa vérité, et c'est le cas avec la libre pensée, il n'y a pas de vérité. Et en quelque sorte, cette libre pensée dont on fait tant l'éloge est quelque part la négation de la vérité, et disons qu'il n'y a pas de vérité unique. Et ça, on le retrouve aussi historiquement, quand vous allez dire la révolution dite française de 1789, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie, c'est un complot 100% maçonnique, vous allez dire ça, vous, mais qu'est-ce qu'on vous dira? Ah non, 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 c'est toi qui penses cela. Et c'est ta vérité, et moi j'ai une autre vérité parce que je pense autrement. Donc, où est la vérité alors? Si chacun l'a, il ne veut pas y en avoir, alors qu'on sait très bien qu'il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une vérité. Sur le plan philosophique et doctrinal, quand on monte un petit peu le curseur, c'est surtout un système sur le plan sociétal, il faut le voir ainsi, une société centrée sur l'humain, et non pas centrée sur Dieu, où on est même dans la divinité de l'humain, mais surtout dans les hauts grades. Et cette divinité de l'humain, elle a un nom. Alors un instant, je vais poser, je vais faire. Elle a un nom. Alors vous allez me dire, oui, ça vient de l'ange déchu, Lucifer, qui s'est rebellé contre Dieu. Et vous n'avez pas tort. Mais, in fine, ça sera quoi? Ça sera le règne, le but, ça sera le règne de l'Antéchrist. Et l'Antéchrist est très bien défini par Saint Pidis dans son encyclique E Supremi Apostolatus Cathedra, qu'il a publié en 1903. Et là, Saint Pidis nous dit: si grande est l'audace et si grande la rage avec lesquelles on se rue partout à l'attaque de la religion, on bat en brèche les dogmes de la foi, on tente d'un effort obstiné à anéantir tout rapport de l'homme avec la divinité. Et ça, c'est le projet de la judo-maçonnerie par le biais de la laïcité. Ce qu'il dit là, en une phrase. En revanche, et c'est là, au dire du même apôtre, le caractère propre de l'Antéchrist, l'homme avec une témérité sans nom, a usurpé la place du Créateur en se levant au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu. C'est à tel point que, impuissant à éteindre complètement en soi la notion de Dieu, il secoue cependant le joug de sa majesté et se dédie à lui-même le monde visible en guise de temple où il prétend recevoir les adorations de ses semblables. Il siège dans le temple de Dieu où il se montre comme s'il était Dieu lui-même. Voilà, donc c'était tout début de l'histoire, l'ange déchu Lucifer. Et pour les francs-maçons, ce doit être à la fin de l'histoire avec le règne de l'Antéchrist, parfaitement défini ici par Saint Pidis. Donc comme nous l'avons vu à l'instar de certaines sectes protestantes, la franc-maçonnerie est dans certains cas dans la négation du péché originel, c'est-à-dire que c'est assez pratique puisqu'il n'y a ni bien ni mal,
ni vice ni vertu, et donc ni vice ni mal à réprimer. Hein. Donc, alors par contre, évidemment, ça ce n'est pas ce qu'a enseigné la franc-maçonnerie dès le départ, puisque, bien sûr, dès le début, la franc-maçonnerie s'est prétendue humaniste, philanthropique, elle dit accomplir de bonnes œuvres, elle se targue de tolérance, de toutes ces choses-là, mais en fait, elle prône notamment au Grand Orient, dans certains cas, tantôt la négation du divin, dans d'autres cas, le panthéisme qui nous dit que tout est Dieu, c'est-à-dire à la fois la créature et le créateur, donc nous-mêmes sommes des dieux, hein, concept qu'on retrouve notamment dans le New Age, mais aussi dans l'hindouisme. Et puis dans d'autres cas encore, la franc-maçonnerie prône le déisme, qu'il suffit de croire en un Dieu un peu abstrait ou peu importe lequel. Alors voyons maintenant les principes, les fondements, les principes constitutifs et majeurs et fondateurs de la franc-maçonnerie, et évidemment l'institution maçonnique par excellence, qui est la République, qui est la franc-maçonnerie à visage découvert, qui est le régime politique durable de la judo-maçonnerie pour dominer sur les peuples et les nations. Le slogan maçonnique qui est liberté, égalité, fraternité, qui est l'esprit du monde, et qu'il faut savoir lire à l'envers, c'est-à-dire que c'est la fraternité maçonnique qui, au nom de l'égalité, permet la liberté d'action des frères maçons. Liberté, égalité, slogan qui a été validé en 1848 par le franc-maçon haut initié Louis Blanc, mais qu'on retrouvait déjà les prémices en 1789 avec cette idée de se libérer des commandements divins, cet éloge de la liberté qu'on retrouve énormément encore aujourd'hui, et notamment dans le cas des Femen, hein, c'est toujours au nom de quelque chose, et là en l'occurrence c'est encore au nom de la liberté. 1789, liberté, égalité, mais surtout la déclaration des droits de l'homme, hein, en août 1789, droits de l'homme qui sont la négation du droit divin, où l'homme s'octroie des droits, mais n'a plus aucun devoir envers Dieu. Et ça c'est très important à cerner, et concrètement c'est quoi? C'est Jésus-Christ hors la loi. Et puis il y a d'autres aussi idéologies comme ça qui font partie de l'idéologie dominante et qui ont gagné les consciences. Encore aujourd'hui, en 2013, vous retrouverez régulièrement promu par les mass médias la lutte contre les discriminations, hein, toujours cette idée de défendre les minorités, mais toujours au détriment de la majorité. L'éloge de l'antiracisme aussi, de la diversité, tant ethnique que religieuse, de la liberté religieuse, mais aussi de la pseudo-tolérance, ou encore de la liberté d'expression, alors qu'on sait tous bien que la liberté d'expression est unilatérale, et qu'à l'arrivée, ça débouche sur quoi? Ça débouche sur un deux poids deux mesures entre les uns qui peuvent s'exprimer librement sur le plateau télé, et les autres qui sont au placard, ou alors sur internet, font comme ils peuvent, ou ici, voilà, avec toi Thomas. Sur le plan institutionnel, l'outil de l'un ne va pas sans l'autre. La République avec la démocratie, du grec démos kratos, qui veut dire que c'est le pouvoir au peuple, et d'ailleurs le Larousse ne s'y trompe pas quand il nous dit que la démocratie est le gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. Et donc concrètement ça donne quoi? Ça donne la loi du nombre, c'est-à-dire qu'un homme égale une voix. Un homme égale une voix, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'un jeune qui écoute Skyrock, qui a 18-20 ans, qui est complètement décérébré, et qui ne sait même pas ce que c'est d'ailleurs la politique, la nation, a le même pouvoir qu'une personne quadragénaire ou quinquagénaire qui a une culture politique, historique, religieuse. Hein, voilà ce que c'est concrètement. Et donc, cette loi du nombre s'applique par le suffrage universel, qui est en fait le mensonge universel. Mais pourquoi?
parce que par la manipulation médiatique, très bien d'ailleurs analysée par Édouard Bernays, eh ben, cette démocratie vire au final à la plutocratie, c'est-à-dire que ce n'est pas le plus grand nombre, puisque les masses médias qui obéissent à des puissances financières font élire, grosso modo, qui elles veulent, quand elles veulent. Et donc cette démocratie est au final une plutocratie, c'est-à-dire le règne de Mammon, et concrètement le règne d'un totalitarisme de puissance financière, et donc du cartel bancaire qui a la main sur les principaux pouvoirs, qu'ils soient politiques ou médiatiques. Et ce n'est pas le journaliste Louis Lazarus qui me contredira sur cette idée de plutocratie, puisqu'il déclarait il y a maintenant quelques décennies, je crois, en démocratie, la politique est l'art de faire croire au peuple qu'il gouverne. Donc il y a vraiment aussi ce mythe de l'autogouvernement du peuple qui continue d'être ravivé par nos dirigeants en place. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire qu'il y a quand même dans certains cas où le peuple n'obéit pas aux médias et où il vote à contre-courant des masses médias. Et vous aurez raison de faire cette remarque. Sauf que se passe-t-il dans ce cas-là, la plupart du temps? On va prendre un exemple concret. C'est en 2005 la Constitution européenne qui a été rejetée à 55% par le peuple français. Mais que s'est-il passé 2 ans après, sous la présidence Sarkozy? Il y a eu le traité de Lisbonne qui a été ratifié donc en 2007, et où c'est comme si le peuple 2 ans auparavant avait voté oui à la Constitution européenne. Voilà. Alors là, maintenant, d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que cette démocratie? Ben, c'est l'outil de domination pour Satan, hein, puisque on a vu que c'était le règne de Mammon. Là, c'est un raisonnement purement, c'est de la logique pure et simple. Hein. Donc, si c'est le règne de Mammon, ce n'est pas le règne de Dieu. C'est une évidence. Et donc, cette démocratie est au final l'outil de domination afin que Satan puisse régner sur terre et donc substituer la volonté de l'homme à celle de Dieu, et notamment en séparant l'humain de Dieu, comme le disait très bien Saint Pie X, et cette idée de séparer l'humain de Dieu, c'est quoi? C'est la religion maçonnique qui est la laïcité. Alors on vous dira pas ça, bien sûr, hein, officiellement, le discours officiel vous dira que la laïcité, c'est le droit de pratiquer sa religion dans la sphère privée, bien évidemment. Sauf que on s'aperçoit de quoi? C'est que cette laïcité est en fait l'anti-religion. Elle est la haine de la religion catholique. Il suffit, pour s'en convaincre, d'écouter la représentante de la laïcité aux heures de grande écoute, qui est Caroline Fourest, et se rendre compte de la haine qu'elle a envers la tradition française, envers sa culture, envers, bien sûr, la religion catholique. Et donc cette laïcité, et c'était le but de 1789, c'était d'établir une société sans Dieu. Voilà le but, c'était 1789, et ça s'est concrétisé sur le plan étatique avec 1905 et la séparation de l'Église et de l'État. Mais pour mieux cerner les idées Église contre Église, la cité de Dieu et celle de Satan, j'aimerais vous citer un passage de l'encyclique de Léon XIII, l'encyclique Humanum Genus, qui date de 1884. Et donc Léon XIII en parle vraiment remarquablement au tout début de son encyclique, lorsqu'il dit « Depuis que, par la jalousie du démon, le genre humain s'est misérablement séparé de Dieu, auquel il était redevable de son appel à l'existence et des dons surnaturels, il s'est partagé en 2 camps ennemis, lesquels ne cessent pas de combattre l'un pour la vérité et pour la vertu, l'autre pour tout ce qui est contraire à la vertu et à la vérité. » Nous avons vu que dans la franc-maçonnerie, il n'y a pas de vérité. Hein. Et puis, on nie le péché originel. Donc, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de vice, il n'y a pas de vertu. Et donc là, il poursuit, cité de Dieu, le premier est le royaume de Dieu sur la terre, à savoir la véritable Église de Jésus-Christ, dont les membres, s'ils veulent lui appartenir du fond du cœur et de manière à opérer leur salut, doivent nécessairement servir
Dieu et son Fils unique, de toute leur âme, de toute leur volonté. Et maintenant, la cité de Satan. Le second est le royaume de Satan. Sous son empire et en sa puissance se trouvent tous ceux qui, suivant les funestes exemples de leurs chefs et de nos premiers parents, refusent d'obéir à la loi divine et multiplient leurs efforts, ici pour se passer de Dieu, là pour agir directement contre Dieu. Et ça c'est quoi depuis 1789? C'est la laïcité bien évidemment. C'est au début nous dire, on n'a pas besoin de l'évangile dans la loi, dans le droit, dans les institutions. On n'en a pas besoin, on s'en sépare. Allez, on met Jésus-Christ dans la loi, c'est la déclaration des droits de l'homme. Et puis on s'aperçoit de quoi? Pour agir directement contre Dieu. Ces dernières décennies, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que cette laïcité est au final offensive et très agressive envers la religion catholique. Voilà. Et donc ça, c'était en 1884, ce que disait Léon XIII. Et c'est très intéressant à relever. Très intéressant aussi de relever ce que disait il y a quelques mois seulement dans une vidéo le juif franc-maçon socialiste Vincent Payon, qui faisait un terrible aveu sur la religion maçonnique lorsqu'il déclara, on ouvre les guillemets, dans le Second Empire, ça germait dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons. Et s'est constituée une alliance religieuse universelle dans laquelle on retrouvait à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque tous les dogmatismes sont en crise, et en même temps des athées, des matérialistes, etc. Donc tous les libéraux des diverses religions, qui pouvaient avoir une double casquette, pouvaient être très bien francs-maçons aussi, attention, alliés en gros au milieu franc-maçon, républicain franc-maçon. Et donc pour porter un projet de religion universelle, de religion éclairée. Et donc ceux qui vont construire en grande partie l'école de la République et y jouer un rôle déterminant, et c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants et deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, et c'est un paradoxe incroyable, 2 points, je vous le donne en 1000, la laïcité. Et c'est donc Vincent Payon qui nous dit ça. Ce n'est pas moi. Là, tout ce que je dis d'ailleurs depuis tout à l'heure, ce n'est pas mon opinion personnelle, ce n'est pas mon point de vue. Ce sont des faits avérés et documentés. Voyons maintenant les grades et symboles de la franc-maçonnerie, et d'abord les plus bas grades qui sont quand même très importants, ceux de la maçonnerie bleue, qui sont donc les 3 premiers grades, c'est-à-dire apprenti. Alors il faut savoir qu'au tout début, la première année, le franc-maçon, pour se former, n'a pas droit au chapitre. Voilà, il est apprenti, il est apprenti stagiaire comme dans une entreprise. Et avant de pouvoir s'exprimer, il faut d'abord que pendant une année, il écoute les autres frères francs-maçons s'exprimer. D'abord, il y a le premier grade d'apprenti, ensuite celui de compagnon, et ensuite celui de maître. Et voilà. Et ces 3 grades composent la maçonnerie bleue, qui est vue par le profane qui entre en franc-maçon comme un réseau d'affaires, en fait. C'est toi t'es journaliste, moi je suis homme politique, tiens c'est bon, tu pourras écrire des articles sympas sur moi pour que, voilà, faire de la pub et pour que je les vois, enfin voilà, ça marche comme ça, grosso modo. Là, on n'est pas forcément dans une idéologie à défendre dans les bas grades, mais on est plutôt dans le réseau d'affaires. Et où donc l'initié prête tout de même serment, dans un premier temps, de ne pas divulguer. Donc là, on est encore dans ce fameux secret, secret qui rime avec suspect. C'est pour ça que l'Église catholique a, dès le début, vu d'un très mauvais œil les sociétés secrètes, et notamment la franc-maçonnerie. Puisque quand on a quelque chose à cacher, c'est que c'est louche. Alors, on n'a rien à cacher, on dit les choses telles qu'elles sont. Mais là, encore ce secret, et donc ne pas divulguer l'activité maçonnique de sa loge, mais ne pas divulguer non plus l'appartenance maçonnique de son camarade de loge. Dans cette maçonnerie bleue, même dans les grades suivants, le franc-maçon est formaté sur le plan idéologique, et en gros il cesse d'être un homme libre, au moins sur le plan idéologique. Alors là, ce qui est mis en avant, c'est d'être anti-catholique, bien évidemment, anti-France, opposé à la nation, anti-militaire aussi, donc internationaliste et non nationaliste.
encore moins à être attaché à un sentiment de patriotisme, être pour l'union civile et non le mariage religieux, être opposé à la peine de mort, par exemple, être pour la liberté, donc on a dit la diversité, toutes ces choses-là, mais aussi pour la liberté sexuelle, et donc être pour l'homosexualité. La franc-maçonnerie a été pour l'avortement, notamment avec la loi Veil, ou encore pour l'euthanasie, et il suffit d'écouter Jacques Attali sur le sujet. Les 33 degrés, 33 grades de la franc-maçonnerie doivent se comprendre par onzaine, tout du moins selon ce qui a été rapporté par Monseigneur Meurin, qui s'est basé sur des documents officiels. Dans la première onzaine, pour les francs-maçons, il s'agit de devenir un homme vrai. Pour la seconde onzaine, il s'agit de devenir un pontife juif. Et dans la troisième onzaine, il faut devenir le but est de devenir un roi juif. Donc vous vous doutez bien qu'au fil de ces grades, cela induit une judaïsation progressive de l'initié maçon. Alors voyons maintenant certains grades. Selon Paul Rosen, qui fut un haut initié maçon au XIXe siècle, dans le 5e degré, on est maître parfait seulement si l'on reconnaît que Lucifer est l'égal de Dieu. Sinon, on reste au 5e. Il faut passer au 6e, mais il faut reconnaître que Lucifer est l'égal de Dieu. Dans le 8e degré, on inculque aux francs-maçons qu'il faut combattre ardemment contre la foi catholique. Dans le 9e degré, on fait la promotion de la sagesse maçonnique. Pas trop ce que ça donne, mais bon. Selon Paul Coppel-Mancelli maintenant, qui fut franc-maçon moyen haut degré, mais qui en est sorti pour ensuite être un franc-maçon repenti et mieux combattre la franc-maçonnerie, donc selon Coppel-Mancelli, le 18e degré, qui est le grade de Rose-Croix, est le plus antichrétien. Lors de l'initiation à ce grade de Rose-Croix, il est lu le récit de la mort de Jésus-Christ. Et selon Monseigneur Meurin, le 30e degré, au 30e degré, les francs-maçons du 30e degré effectuent un travail politique anti-national. Quant au 32e degré, il représente le pouvoir spirituel, alors que le 33e degré représente à la fois le pouvoir temporel et spirituel. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que 33 degrés dans la franc-maçonnerie, et vous n'aurez pas tort. Il y a des grades encore supérieurs aux 33 degrés qui sont nommés par un certain Domenico Margiotta, qui lui a étudié la question puisqu'il fut franc-maçon au degré. Il y a ce qu'on appelle les loges paladistes. Et dans ces loges paladistes, il est clairement fait l'éloge de Lucifer, où on est clairement même dans le culte de Lucifer, on est vraiment dans le luciférianisme le plus total. Et il faut savoir d'ailleurs que le Gadlu, le grand architecte de l'univers, ce symbole de la divinité pour les francs-maçons, est dans la Kabbale, Lucifer. Alors, vous ne croyez peut-être pas. Ce luciférianisme, ce culte de Lucifer dans les hauts grades, pour vous c'est peut-être flou, c'est peut-être du flan même. Mais je vous suggère quand même d'écouter ce que disait un très haut initié, qui était Albert Pike, qui dirigeait justement ces loges paladistes depuis New York à la fin du 19e siècle. Ce Albert Pike nous disait clairement, donc on ouvre les guillemets, « Nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu que l'on adore sans superstition. » Alors superstition, dans le langage maçonnique, il faut comprendre que c'est la religion catholique. Voilà, la superstition c'est la religion. Et il poursuit, « À vous, souverains grands inspecteurs généraux du 33e degré, donc lui il est encore au-dessus, nous disons, pour que vous le répétiez aux frères des 32e, 31e et 30e degrés, et non pas aux frères des grades inférieurs, la religion maçonnique doit être pour nous tous initiée des hauts grades, donc à partir du 30e, maintenue, donc la religion maçonnique doit être pour nous tous initiée des hauts grades, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne.
Alors reprenons un instant ce qu'il vient de nous dire. Il s'adresse aux francs-maçons 33e degré, puisque visiblement il n'est en contact qu'avec eux. Il leur dit, le culte de Lucifer, ça doit être pour nous à partir du 30e degré, mais ne le dites pas en dessous. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on maintient dans l'ignorance ceux d'avant. Hein? Et on voit très bien cette idée, à partir du 30e degré, et de dire une chose à certains, mais pas à d'autres, et ou encore d'induire certains dans l'erreur. Alors des 33e degrés, il y en a eu, et je parlais tout à l'heure de Paul Rosen, qui fut un haut initié au 19e siècle du 33e degré, et qui disait « Tous nos secrets sont impénétrablement cachés sous des symboles ». Alors nous allons voir quels sont ces symboles, ces principaux symboles, notamment le compas et l'équerre, qui représentent le monde masculin pour le compas, le monde féminin pour l'équerre, le triangle, bien sûr, triangle maçonnique, qui représente le monde spirituel, mais surtout la Trinité, puisque les francs-maçons aussi ont leur Trinité. Alors évidemment, c'est pas Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, là, vous vous en doutez, mais le triangle représente la Trinité, la lettre G, qui représente le Gadlu, le grand architecte de l'univers, l'étoile à 5 branches, qui représente l'astre de la libre pensée. Donc on retrouve encore leur idéologie à travers ces symboles. Le damier, qui dans les cérémonies, souvent dans les salles, c'est des salles avec un damier qui représente les difficultés de la vie pour tout initié franc-maçon. La rose, qu'on retrouve au Parti Socialiste, le parti le plus maçonnique qu'il soit, et qui était l'emblème des Rose-Croix, mais qu'on retrouvait aussi, comme par hasard, alors était-il Rose-Croix, sur le blason de Martin Luther. La spirale, qui représente l'évolution de l'énergie, la voie initiatique pour tout franc-maçon, mais cette spirale, elle entoure une montagne, et à la tête de cette montagne, il y a un temple, je vous laisse deviner lequel, et cette spirale qui entoure cette montagne avec un temple à la tête de cette montagne, c'est quoi? C'est la tour de Babel qui est si chère aux francs-maçons. Et cette tour de Babel, son origine, elle vient d'où? Elle vient de l'ouvrage Touris Babel du franc-maçon rosicrucien Andréae, qui a écrit son ouvrage en 1619. Donc on voit que tout cela se recoupe, cet esprit rosicrucien, cet esprit de la tour de Babel, de cette évolution infinie, c'est cette idée de l'être infini, cette idée que l'intelligence surpasse la révélation, c'est l'intelligence humaine, c'est l'humain qui surpasse la révélation. Autre symbole important qu'on retrouve sur le billet de $1, le phénix, billet de $1 100% maçonnique. Vous pouvez vous amuser à analyser la chose, vous allez sur internet, il y a des études là-dessus. Donc le phénix qui symbolise le renouvellement, cette idée de mourir et de renaître, qu'on retrouve dans la réincarnation, qu'on retrouve notamment dans la spiritualité New Age, qui est d'inspiration maçonnique. Et puis enfin, le Baphomet qui est la représentation de Lucifer, qui est une figure panthéiste dont le flambeau entre les deux cornes représente pour les francs-maçons l'intelligence qui équilibre. Quelques chiffres maintenant qui sont chers aux francs-maçons, notamment le chiffre 11, qui est, selon saint Augustin, la transgression du décalogue, qui est la rébellion contre Dieu. Le chiffre 13, Jésus avec ses 12 apôtres, sauf que là évidemment c'est pas Jésus, c'est Lucifer, avec ses 12 apôtres. Le chiffre, donc chiffre 13 qu'on retrouve à toutes les sauces, le chiffre porte-bonheur qu'on voit à chaque fois. Le chiffre 33, bien sûr c'était l'âge de la mort de Jésus-Christ, et puis il y a bien sûr 33 degrés dans la franc-maçonnerie du rite écossais, et puis évidemment le chiffre 666, qui est un nombre d'hommes, nous dit l'Apocalypse de Saint Jean, et qui est surtout le chiffre de la bête dans l'Apocalypse de Jean. On distingue deux sortes de francs-maçons, surtout les matérialistes qui sont basés soi-disant sur la raison humaine, mais aussi les spiritualistes qu'on va retrouver surtout dans les hauts grades et qui sont notamment dans le culte de Lucifer.
Donc il y a des divergences entre eux, il y a des rivalités entre les obédiences, notamment les principales obédiences que sont le Grand Orient de France, mais aussi la Grande Loge nationale de France. Mais on constatera une chose, c'est que il y a un but commun qui est clair, net et précis. C'est cette opposition radicale, cette hostilité radicale au catholicisme, à la nation et même donc à la France. Et vous ne croyez peut-être pas, il y a peut-être encore des gens sceptiques malgré tout. Donc une petite citation à l'appui qui date de 1885 et qui nous vient d'un bulletin du Grand Orient et qui nous dit très franchement: le catholicisme, nous devons, nous, francs-maçons, en poursuivre la destruction définitive. Alors vous vous posez certainement une question. C'est, puisque ces francs-maçons ont le pouvoir, puisqu'ils sont, entre guillemets, un peu de partout, comment faire pour les reconnaître? Comment faire pour savoir si un tel ou un tel dans la politique, ou journaliste, ou dans les médias, ou dans la finance, est franc-maçon ou ne l'est pas? Eh bien, ça ne sera pas évident. Si, par exemple, vous voyez quelqu'un faire 3 bises à un homme politique du PS, et le lendemain faire 3 bises à un homme politique de l'UMP, vous pouvez vous dire qu'à 99%, cette personne est un franc-maçon. Si vous voyez aussi quelqu'un, comme Jacob Cohen par exemple, qui nous dit qu'il a été franc-maçon, mais maintenant il n'en est plus, et que, ah non, ces histoires de complot, c'est du flan, non, il faut pas accorder tant de pouvoir que ça, donc que cette personne minimise le pouvoir de la franc-maçonnerie, il y a aussi 99% de chances que cette personne soit un franc-maçon. Et puis après, au niveau du statut social, il est évident que aujourd'hui, pour avoir une entreprise d'envergure régionale et encore plus une franchise ou même d'envergure nationale, pour avoir du réseau, il est évident qu'il y a de très très fortes chances pour que ces patrons de grandes entreprises soient des francs-maçons. Mais tant que vous n'avez pas le document officiel, tant que vous n'avez pas la personne qui vous montre vraiment qu'elle a sa carte de franc-maçon, vous ne pouvez pas vraiment le savoir. Donc nous, on raisonne de manière factuelle et on raisonne avec des documents. Mais le plus important, au-delà de ces grades, de ces symboles, parce que quelque part c'est assez stupide, ces histoires de 5e grade où il faut être un maître parfait, il faut reconnaître que c'est Lucifer, machin, la sagesse maçonnique, en gros on s'en fout un peu. Mais ce qui est important, là où on s'en fout pas du tout, c'est le rôle de la franc-maçonnerie, rôle majeur durant l'histoire de ces derniers siècles. Et surtout, depuis quand? Depuis 1789. 1789, révolution dite française, qui est l'œuvre majeure de la franc-maçonnerie. Alors il y en a qui en doutent encore, mais il suffit de retrouver les procès-verbaux de l'époque qui indiquent qu'il y a bien un complot 100% maçonnique qui visait à renverser le trône et donc le régicide de Louis XVI, auquel a suivi celui de Gustave III en Suède en 1793, mais ça, ce sont des révolutions sanglantes, mais il y a eu aussi, auparavant, la révolution non sanglante, très importante, de 1776 aux États-Unis, avec la déclaration en indépendance des États-Unis d'Amérique, signée par 5 francs-maçons au degré, dont notamment Benjamin Franklin et Thomas Jefferson, et où donc naquit vraiment les États-Unis d'Amérique. 1789, bien sûr, mais il n'y a pas que 1789, ça c'est majeur. Il y a eu bien sûr 1848, la révolution dite socialiste, qui visait à destituer le roi Louis-Philippe, au profit d'un gouvernement provisoire, et comme par hasard, sur les 11 membres du gouvernement provisoire, il y en avait au moins 10. Donc il y avait à l'époque Louis Blanc, Proudhon, Arago, Garnier-Pagès, et bien sûr Adolphe Crémieux, le principal subversif de l'époque. 1871, avec les massacres de la Commune de Paris, où Grand Orient de France et Grande Loge nationale de France, là pour le retrouver, ont assumé parfaitement leur implication dans les massacres religieux de la Commune de Paris. La franc-maçonnerie, c'est aussi 1910, avec en Portugal l'assassinat du roi Carlos et de son fils,
C'est aussi 1914 avec l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand par le juif franc-maçon Gavrilo Princip. C'est la révolution bolchevique et donc l'assassinat du tsar Nicolas II l'année d'après, en 1918, par le juif franc-maçon Jurovski. C'est la même année la révolution allemande avec une certaine Rosa Luxembourg. C'est l'année d'après la révolution en Hongrie en 1919 avec le juif franc-maçon Béla Kun et l'institution dans la foulée d'un gouvernement 100% juif. C'est en 1931 le renversement du roi Alphonse XIII en Espagne. La même année, les révoltes de Bader et de Lisbonne au Portugal. En 1936, la guerre civile d'Espagne visant à déstabiliser le général Franco par la franc-maçonnerie du Grand Orient espagnol sous financement du Comintern russe de Lénine. C'est 2 années plus tard l'assassinat du ministre allemand Ernest Monrad par le juif franc-maçon Herschel Grynszpan qui déclencha l'antisémitisme allemande et ensuite la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, pourquoi? Parce que des nations ont bien voulu partir en guerre les unes contre les autres, et on retrouve qui à l'origine de cette incitation à monter les nations contre les autres, de cette incitation à faire partir en guerre donc les nations? Et bien évidemment la franc-maçonnerie du Grand Orient. Mais ce n'est pas que ça, c'est encore le crash pétrolier de 1973 qui avait été décidé l'année d'avant au Bilderberg de Solzhenitsyn en 1972. C'est encore la subversion au sein de l'Église catholique romaine avec, par le biais du Bnei Brit, l'infiltration donc et la judaïsation de l'Église conciliaire romaine. C'est l'assassinat de Jean-Paul Ier en 1978 par la loge P2. C'est encore la politique, là c'est un peu plus récent, depuis Bretton Woods notamment, la politique impériale des États-Unis depuis le Council on Foreign Relations. Et puis c'est encore plus récemment cette entreprise de subversion, de maçonnisation du monde arabo-musulman au Moyen-Orient à travers le printemps arabe. Alors vous allez me dire, oui, ce complot contre le trône et l'autel, ce complot contre la chrétienté, ce complot contre la nation. Pourquoi tout cela? Pour 2 objectifs primordiaux, République universelle et usure. Puisque ces révolutions, à qui profitent-elles? À ceux qui les financent, et uniquement à ceux qui les financent, et jamais au peuple qui en pâtit. Hein? Donc il y eut bien un complot contre le trône et l'autel. Je renverrai pour cela d'ailleurs au meilleur livre qui a été écrit là-dessus, c'est La conjuration antichrétienne de Monseigneur de Lassus. Et ce complot contre le trône et l'autel, il y avait des loges au XIXe siècle qui avaient une vocation spécifique pour comploter contre à la fois la monarchie, c'était les loges Carbonari, et à la fois l'Église catholique, c'était les loges de la haute vente. Et donc il y a eu cette idée de détruire l'ordre ancien afin d'amener un ordre nouveau. C'était le cas avec la Première Guerre mondiale, traité de Versailles, Société des Nations. On détruit un ordre et on amène une solution au problème. Et ça c'est quoi? C'est le mouvement révolutionnaire mondial. Et ce mouvement révolutionnaire mondial, il obéit purement et simplement à la devise maçonnique de l'Ordo ab Chao. La méthode de subversion fut toujours la même, et c'est très important de la signaler, c'est que l'ennemi n'a jamais été combattu à la loyale de l'extérieur, mais toujours de l'intérieur. Toujours par l'infiltration des membres déjà en place. Hein, la monarchie française en 1789, elle était imbibée de francs-maçons. Et Louis XVI et Marie-Antoinette, au début, ils n'en savaient rien. Donc méthode de l'infiltration, de la corruption en plus, ensuite, de ses membres, parfois même de la calomnie. On a l'exemple de l'affaire des colliers, qui avait touché Marie-Antoinette. Et puis donc, la neutralisation, la paralysie du pouvoir en place à renverser, et enfin, la subversion. Dans le cas de la monarchie, et la déviation sur le plan doctrinal dans le cas de l'Église catholique romaine.
Alors vous allez me dire, oui, mais donc du coup, la franc-maçonnerie, elle est révolutionnaire, elle est purement subversive. Et donc, comme il n'y a que des francs-maçons, il devrait y avoir des révolutions tous les dimanches. Ah ben non, justement, pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie est modulable. Ça veut dire que sous une république, elle va être conservatrice, comme en ce moment, hein. Et par contre, sous un régime nationaliste chrétien ou sous une monarchie, elle va être donc subversive et révolutionnaire, puisqu'il va falloir renverser le régime en place. Pour établir une analyse et une étude sur cette société secrète, il faut s'appuyer sur du factuel et donc surtout sur des documents. Et outre ceux perquisitionnés sous le régime de Vichy, les documents les plus importants datent du XVIIIe siècle avec l'illuminisme, puis de la seconde moitié du XIXe siècle avec les documents de la haute vente. Ceux de l'illuminisme sont tirés de la secte satanique des Illuminés de Bavière, qui avait été fondée par Adam Weishaupt, dont je parlais tout à l'heure, aidé de son bras droit allemand Knigge, et donc un certain 1er mai 1776. Sauf que la police bavaroise a ensuite perquisitionné ces documents en 1785 et fait fermer les loges des Illuminés de Bavière. Mais ces loges-là ont quand même eu le temps d'injecter leur idéologie à la franc-maçonnerie du Grand Orient, qui était née juste avant, en 1773. Et donc, quelle est la ligne directrice, les principes de ces documents illuministes? Eh bien, c'est de poursuivre la destruction de la religion catholique, donc on retrouve encore la même chose. Destruction de la religion catholique, destruction de la nation, destruction de la propriété privée aussi, de la cellule familiale, de la morale dans la société, mais aussi de l'enseignement. Et puis donc, deuxième moitié du XIXe siècle, des documents très importants en provenance de la haute vente qui était dirigée par un certain Nubus et qui nous affirme très franchement qu'ils sont pour l'anéantissement à tout jamais du catholicisme. Et ces documents de la haute vente sont très intéressants puisque nous allons nous apercevoir que leurs objectifs furent la dégradation des mœurs de la société française. Et alors là, je citerai volontiers le juif Piccolo Tigre, drôle de pseudonyme, hein, bon évidemment ils n'auraient jamais leur vrai nom, Nubus c'est un pseudo, vous allez voir Vandis aussi, donc il y a encore cette idée d'induire en erreur, là, avec un faux nom. Réunissez dans un lieu ou dans un autre, dans les sacristies même ou dans les chapelles, vos tribus encore ignorantes. Mettez-les sous la houlette d'un prêtre vertueux, bien noté, mais crédule et facile à tromper. Infiltrez le venin dans les cœurs choisis. Infiltrez-le à petite dose, et comme par hasard, puis à la réflexion, vous serez étonné vous-même de votre succès. L'essentiel est d'isoler l'homme de sa famille, de lui en faire perdre les mœurs. Il est disposé, par la pente de son caractère, à fuir les soins du ménage, à courir après de faciles plaisirs et des joies défendues. Il aime les grandes causeries du café, l'oisiveté des spectacles. Entraînez-le, soutirez-le, donnez-lui une importance quelconque, apprenez-lui discrètement à s'ennuyer de ses travaux journaliers et, par ce manège, après l'avoir séparé de sa femme et de ses enfants, et lui avoir montré combien sont pénibles tous les devoirs, vous lui inculquerez le désir d'une autre existence. L'homme est né rebelle, attisez ce désir de rébellion jusqu'à l'incendie, mais que l'incendie n'éclate pas. C'est une préparation à la grande œuvre que vous devez commencer quand vous aurez insinué dans quelques âmes le dégoût de la famille et de la religion. Donc là, carrément, hein, il le dit, hein, il faut dégoûter donc les gens de la famille et de la religion. Et l'un va presque toujours à la suite de l'autre laisser tomber certains mots qui provoqueront le désir d'être affilié à la loge la plus voisine. Mais c'est évident. Évident que si tout le monde est franc-maçon, la franc-maçonnerie n'a plus aucun sens, quoi. N'a plus aucun mystère et n'a plus lieu d'être, même, hein. Donc là, on voit bien cette idée de pervertir et de dégrader les mœurs, mais en s'attaquant à l'homme. Hein.
Et nous allons voir maintenant avec un autre haut initié dont le pseudonyme est Vindis, qui lui s'attaque à la femme. Alors voyons ce que nous disait certains Vindis. Pour abattre le catholicisme, il faut commencer par supprimer la femme. Le mot est vrai dans un sens, mais puisque nous ne pouvons supprimer la femme, corrompons-la. Et un peu plus loin, il enfonce le clou, vous vous en doutez. Corrompons la femme, corrompons-la avec l'Église. Corruptio optimi pessima. C'est la corruption en grand que nous avons entreprise. La corruption du peuple par le clergé et du clergé par nous. La corruption qui doit nous conduire à mettre un jour l'Église au tombeau. Le but est assez beau pour tenter des hommes tels que nous. Le meilleur poignard pour frapper l'Église au cœur, c'est la corruption, à l'œuvre donc jusqu'à la fin. Et cette corruption, on la retrouve évidemment chez Adam Weishaupt, hein, puisque le credo d'Adam Weishaupt, donc il disait clairement, il faut corrompre, ne jamais se lasser de corrompre absolument. Et ce même Adam Weishaupt, son credo, c'était la fin justifie les moyens. Donc c'était encore inversé. Des documents, oui, mais des actions concrètes. Hein, on a pu s'en apercevoir ces dernières décennies par le biais de lois, dont parlait d'ailleurs tout à l'heure Yvan, et notamment cette dégradation des mœurs, cette perversion, on la retrouve dans la loi dépénalisant l'avortement en 1975 par Simone Veil, de son vrai nom Simone Jacob, qui a été élaborée par les loges quelques années avant et assumée d'ailleurs, hein, ils le disent clairement, en 1971. Donc on voit bien à travers ces documents qu'il y a clairement une volonté de détruire la cellule familiale, tantôt en s'attaquant à l'homme, père de famille, détruire l'autorité du père, tantôt en s'attaquant à la femme, par l'idéologie féministe aussi notamment, et aussi par le biais de mai 68, en lui disant mais non, vous n'êtes pas que des femmes reproductrices, vous n'êtes pas même des vaches à lait, voilà le discours féministe, et vous aussi vous pouvez être l'égal de l'homme, et on retrouve encore ce prétexte de l'égalité, et donc cette volonté de détruire la cellule familiale pour détruire la nation, puisque la nation doit être une grande famille. L'influence de la franc-maçonnerie au sein du pouvoir, bon, vous vous doutez qu'elle est énorme. J'aimerais citer un haut initié du nom de Ragon, qui disait, il y a maintenant au moins un siècle, « Tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui rentre dans la franc-maçonnerie est le pion de la secte. Ça veut dire que tout franc-maçon qui est dans la politique et l'appartenance maçonnique prime sur le reste, sur la corporation. Ça veut dire qu'un franc-maçon du Parti Socialiste est franc-maçon avant d'être du Parti Socialiste. Un franc-maçon qui est à l'UMP est franc-maçon avant de l'UMP. Un franc-maçon qui est au Front National est franc-maçon avant d'être au Front National. Hein. Et ça, c'est valable même dans le journalisme, dans quoi que ce soit. Donc il y a vraiment cette idée d'être un gouvernement invisible au sein du gouvernement, puisque les francs-maçons sont majoritaires au gouvernement. Hein. On est d'accord. Et donc que c'est le vrai gouvernement. La franc-maçonnerie, donc, est un gouvernement invisible au sein du gouvernement, mais aussi un État dans l'État, et en cela rejoint quoi? Cela rejoint le peuple juif, la communauté juive organisée, qui est aussi un gouvernement invisible au sein même du gouvernement invisible qui est la franc-maçonnerie, et aussi un État dans l'État, et pour s'en apercevoir, il suffit de prendre, je prends toujours cet exemple-là, le cas de Dieudonné depuis qu'il a fait son sketch sur le colon israélien. Il en sait quelque chose. La communauté juive organisée, un État dans l'État. Donc, grosso modo, de gauche à droite, quand vous votez gauche, quand vous votez droite, quand vous votez au centre, je parle des gros partis là, hein, pas des groupuscules. Quand vous votez à l'extrême droite, en gros, vous votez franc-maçonnerie. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et en gros, la franc-maçonnerie n'a pas un quelconque pouvoir, elle n'a pas le pouvoir, elle a tous les pouvoirs. Et pourquoi elle a ce pouvoir total? C'est intéressant de se poser la question, parce qu'elle a su opérer une séduction sur les intelligences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a su attirer dans ses rangs des gens d'un certain statut social, des gens qui ont un certain pouvoir.
ça veut dire que dans la justice, vous retrouvez des francs-maçons haut placés, ça veut dire que dans la police, ça veut dire que dans l'armée, et toujours par ce moyen-là. Pourquoi? Parce que les gens, ils rentrent en se disant que ça va être bon pour leurs affaires, ça va être bon pour gravir l'échelle sociale. Voilà. Donc, il y a cette idée d'occuper tous les rôles, qui est assez essentielle à cerner. Et là, même au sein de la contestation, évidemment, on va retrouver des francs-maçons. Et là, ça fait évidemment penser au livre 1984 de George Orwell et un certain Goldstein. C'est-à-dire que Goldstein est à la fois socialiste, Goldstein est à la fois libéral, Goldstein est à la fois de gauche, tantôt de droite, tantôt du centre, tantôt d'extrême droite. Goldstein est journaliste, Goldstein est chroniqueur, Goldstein est éditeur, Goldstein est dans les cercles nationalistes, Goldstein est monarchiste, Goldstein est antisioniste, Goldstein est de partout. Goldstein joue tous les rôles, sauf que Goldstein, quand il est en France, il a un nom français, et il se dit citoyen quelconque. Goldstein est mis en avant évidemment à la télévision, et c'est finalement le système qui joue au faux débat soi-disant démocratique, alors qu'en fait on tourne en rond et on est purement dans le conservatisme. Ce pouvoir de la franc-maçonnerie, il y en a peut-être encore qui doutent, alors autant citer les francs-maçons eux-mêmes. Hein, et Alain Bauer, qui fut conseiller sous la présidence Sarkozy pour les questions de sécurité, et qui était à la tête du Grand Orient de France, donc très haut initié, qui déclarait très franchement il y a quelques années de cela, dans notre système politique dit démocratique, ce ne sont pas 40 millions de citoyens qui font les lois, mais 150 000 frères. Alors là, il abuse un peu quand même quand il dit c'est 150 000 frères, parce qu'évidemment, ceux de la maçonnerie bleue, ils décident de rien du tout. Hein. Ce sont les idiots utiles des juifs maçons des hautes loges. Ça, c'est une évidence. Bon. Et il y a, par rapport à cet omniprésent, cet omnipotent pouvoir, une confession intéressante que j'aimerais vous lire d'un initié franc-maçon qu'on retrouve dans le livre de Paul Coppin-Albancelli, Le pouvoir occulte contre la France. Vous allez voir ce qu'il nous dit. Page 284. Vous vous rendez compte de la puissance dont dispose la franc-maçonnerie? Nous pouvons dire que nous tenons la France. Ce n'est pas parce que nous sommes le nombre, puisqu'il n'y a que 25 000 francs-maçons en ce pays. Et il dit cela en 1889. Donc aujourd'hui, c'est encore plus judéo-maçonnisé, donc vous imaginez bien s'ils ne tiennent pas le pays. Ce n'est pas non plus parce que nous sommes l'intelligence, car vous êtes à même de mesurer la médiocrité intellectuelle de la plupart de ces 25 000 francs-maçons. Au moins, il y a l'honnêteté de le reconnaître. Nous tenons la France parce que nous sommes organisés et les seuls organisés. Mais surtout, nous tenons la France parce que nous avons un but, qu'on ignore quel est ce but, et que, comme on l'ignore, on ne saurait y faire obstacle. Et qu'enfin, comme on n'y fait pas obstacle, le chemin est large, ouvert devant nous. Et ça renvoie à ce que je disais au tout début. Une institution qui n'est pas connue. C'est ce que disait la circulaire du Grand Orient. Hein. Une institution qui connaît le monde mais n'est pas connue de lui est d'une puissance irrésistible. Hein. Car aucun élément étranger ne l'altère ni ne la dénature. Alors ces 150 000 frères, là, évidemment c'est pas eux qui dirigent la France, c'est les hautes loges. Hein. D'où l'appellation de judéo-maçonnerie, terme qu'a inventé Monseigneur Join au début du XXe siècle. Et donc ces hautes loges, c'est intéressant de s'y pencher, on peut savoir, on peut se rendre compte que cette haute maçonnerie a toujours été liée, a toujours fait bonne ménage en quelque sorte avec la haute finance. Et là il y a eu des hautes loges, des loges spécifiques qui ont eu un rôle majeur durant l'histoire. Je pense notamment aux loges paladistes du rite paladien réformé d'Albert Pike. Albert Pike, il est dirigé depuis New York. Il n'y avait pas qu'Albert Pike. Il y avait un certain Giuseppe Mazzini qui, lui, l'est dirigé depuis l'Italie à Rome, qui a été ensuite, auquel a succédé Adriano Lemmi. Et puis en France, c'est au XIXe siècle, le juif franc-maçon Adolphe Crémieux, de son vrai nom, Isaac Jacob
qui dirigeait ces loges paladistes et qui faisait le plus le beau temps, puisque comme je vous le rappelle, en 1848, c'est lui qui dégage à coup de pied au cul Louis-Philippe, qui instaure le gouvernement provisoire, qui crée l'Alliance israélite universelle, qui fait le décret Crémieux à son nom d'ailleurs, hein, et qui fait partie d'ailleurs, et qui est essentiel dans la subversion à Paris, lors de la Commune de Paris. Les loges de Masters of Wisdom, très importante, c'est littéralement ça veut dire les maîtres de la sagesse, où on retrouvait un certain Edward Mandell House, personnage très important. Bon, évidemment c'est un pseudonyme, hein, c'est encore un de nos amis là. Vous vous doutez de quelle confession il est. Edward Mandell House, qui a eu un rôle majeur du temps de l'instauration, donc au début du XXe siècle, lors de la fondation du cartel de la Federal Reserve, et qui était le conseiller principal du président Wilson, et qui fut ensuite, donc qui était l'agent principal du cartel bancaire des Schiff, Rothschild, Warburg, Otto Kahn, toute cette caste qui a tenu les États-Unis d'Amérique, le peuple, par le biais de la dette. Et donc ce colonel Mandell House est à l'origine aussi de la création du Council on Foreign Relations avec Paul Warburg, mais aussi de la Société des Nations. On distingue aussi l'ordre de Memphis, où faisaient partie divers spiritualistes de haut rang, haut initiés, comme Theodore Russ ou encore Elena Petrovna Blavatsky, qui ont fondé la Société théosophique, qui ensuite a donné la spiritualité New Age, francs-maçons au degré tous, l'ordre martiniste de Papus, qui est tiré intégralement de la Kabbale, la secte de l'Othéo, l'Ordo Templi Orientis, qui a été fondée par Theodore Russ, dont je parlais à l'instant, mais dont faisait aussi partie un certain sataniste Aleister Crowley, qui a eu énormément d'influence sur la culture au siècle précédent et qui a énormément influencé par exemple la musique rock et pop, et notamment le groupe des Beatles. La franc-maçonnerie exclusivement juive du Bnai Brit, qui veut dire littéralement en hébreu les fils de l'Alliance, qui fut fondée en 1843 à New York et qui, selon certaines sources, serait le service de renseignement très discret de la maison Rothschild. Bnai Brit qui coopère avec les principaux lobbies juifs internationaux comme l'American Jewish Committee, le Congrès juif mondial, les PAC. La secte satanique, sataniste des Skull and Bones, qui est implantée à l'université de Yale et dont fait partie l'ancien président des États-Unis George W. Bush, mais aussi John Kerry, qui revient sur le devant de la scène. Il faut savoir que les membres de cette secte effectuent des rituels sataniques avec le crâne de Geronimo. Enfin, ils prétendent détenir le crâne de Geronimo, c'est pour vous dire à quel point ils sont complètement dégénérés. Le concile, au niveau des institutions mondialistes aussi, je mentionnerai le Council on Foreign Relations, qui a été donc fondé en 1921 et qui est un très puissant think tank qui définit la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. Il y a aussi le club Bilderberg qui a été fondé en 1954 par David Rockefeller, Joseph Ratzinger, père de l'Europe, hein, l'Europe unifiée, mais aussi le prince hollandais Bernard. Bilderberg qui est un think tank qui se réunit une fois par an durant 3 jours et qui est à la solde du complexe militaro-industriel lui-même dominé par la famille Rockefeller. Et puis enfin, un autre think tank important, la commission trilatérale, comme son nom l'indique, maçonnique, trilatérale, qui a été fondée en 1973 par David Rockefeller et Zbigniew Brzezinski. Zbigniew Brzezinski qui est le principal conseiller du président Barack Obama. Et commission trilatérale qui a vu le jour donc suite au forum de Davos 1972, ça c'est pour l'anecdote, mais qui œuvre surtout pour une coopération politique et économique entre blocs continentaux, donc pouvoir supranational au détriment des souverainetés nationales, entre les blocs américains, européens et asiatiques avec le Japon. Quelques rappels pour terminer. Citation à l'appui, la revue L'Acacia en 1902 nous disait
ouvre les guillemets, la franc-maçonnerie c'est la contre-église, le contre-catholicisme, l'église de l'hérésie. Ça peut difficilement être plus clair. Autre rappel, franc-maçonnerie, instrument de domination du judaïsme international, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monseigneur Meurin qui disait à la fin du XIXe siècle qu'on se persuade bien que la franc-maçonnerie est le plan de guerre le plus caché et le plus adroit de la synagogue déchue, ayant pour but la subjugation de toutes les nations au profit de la race élue des Juifs. Et ce n'est certainement pas Jacques Plancard-Lassac, l'un des grands spécialistes de la question maçonnique du temps donc du régime de Vichy, qui était proche, qui était conseiller du président Salazar aussi, qui affirmait dans son livre « Le secret des francs-maçons » que je recommande, cette secte est satanique car elle défend les doctrines qui contiennent le péché de Lucifer. Finissez d'ajouter, la franc-maçonnerie n'a jamais rien construit, elle a détruit beaucoup. Elle a détruit beaucoup par comment? En détruisant nos mœurs, en détruisant notre identité, en détruisant la chrétienté, et ce n'est certainement pas Vendis qui nous dira le contraire quand il disait cette phrase qui résume à elle seule l'esprit de la franc-maçonnerie, son esprit de perversion, de subversion, je cite, « Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques ».